Le président Ouattara a engagé cet après-midi des consultations avec la Chambre des rois et des chefs traditionnels. Ces consultations se tiennent en vue de prendre des décisions allant dans le sens du renforcement de la réconciliation nationale. L'actualité, c'est aussi le lancement du premier séminaire formel sur la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Activité présidée par le Premier ministre, les participants travailleront à la détection des besoins et axes de progrès pour une e-gouvernance plus efficiente. Un nouvel instrument pour lutter contre les braquages dans les taxis-compteurs, Matka Trace, un système de sécurité et d'identification mis en œuvre par la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Cet outil devrait permettre de tracer les véhicules et alerter les services de sécurité en cas de danger. Et puis, à l'étranger, plus de 900 000 réfugiés et migrants ont été enregistrés en Allemagne depuis le début de l'année. Information donnée par le ministère bavarois de l'Intérieur. Le gouvernement fédéral tablait sur 800 000 arrivées pour 2015. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images qui nous viennent du palais présidentiel. Le chef de l'État a échangé cette fin d'après-midi avec le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Le directoire, fort de ses 35 membres, était conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Cette rencontre a été l'occasion pour le président du directoire, Nanantano et Désiré, roi d'Anzima Kotoko, de faire part au président de la République des propositions de la récente réunion du directoire tenue en novembre dernier à Yamoussoukro, des propositions sur l'engagement de la chefferie traditionnelle à œuvrer pour la paix et la réconciliation. Le président Alassane Ouattara, en plus de remercier les rois et chefs traditionnels pour leur rôle dans la préservation des us et coutumes et la préservation de la cohésion sociale, leur a fait la promesse que leurs suggestions seront prises en compte. Je vous propose d'écouter le président de la République. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais, Majesté, vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous cet après-midi. Lors de ma prestation de serment, le 3 novembre dernier, j'avais pris l'engagement de renforcer notre processus de réconciliation nationale par des consultations avec les autorités traditionnelles, les religieux et la CONARIV, en vue de prendre des décisions pour accélérer la réconciliation et la cohésion sociale. Je voudrais, honorable chef traditionnel, honorable roi, vous réitérer mes félicitations et mes encouragements pour le rôle que vous n'avez cessé de jouer pour la paix en Côte d'Ivoire. Oui, ce rôle a été très important. C'est conscient de ce rôle que j'ai décidé d'organiser de manière institutionnelle la chefferie traditionnelle, en l'outillant et en définissant clairement ses missions. Nous n'avons donc ménagé aucun effort pour faire adopter par l'Assemblée nationale la loi numéro 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels. Désormais, il est assigné aux rois et chefs traditionnels deux missions majeures que sont la préservation de nos us et coutumes et la sauvegarde et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous rencontrer pour recueillir auprès de vous les idées et les recommandations en vue de poursuivre l'œuvre de réconciliation que nous avons entamée depuis 2011, après la terrible crise post-électorale que notre pays a connue. Cette crise a fait des milliers de morts, de nombreux blessés et des dégâts incommensurables. Je suis donc heureux aujourd'hui de recevoir les propositions de la chefferie traditionnelle et j'ai noté les 4 points autour desquels ces propositions s'articulent. Des questions sécuritaires et de paix, des questions économiques, les questions politiques et les questions judiciaires.
Ces propositions sont importantes et je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Elles seront transmises au gouvernement. Elles seront examinées avec toute l'attention requise, car elles sont pertinentes. Et je suis sûr qu'elles nous aideront dans la prise de décision, pouvant favoriser la réconciliation de tous les Ivoiriens. J'ai noté en particulier les différents points concernant nos frères et sœurs qui sont encore réfugiés dans les pays voisins ou ceux qui sont toujours privés de liberté. J'ai bien noté vos recommandations. Je voudrais vous assurer que l'État vous accompagnera, Majesté, honorable chef et roi, dans votre noble mission, car vous constituez le premier maillon de la chaîne de l'encadrement de nos populations. La Côte d'Ivoire est à la veille de grands moments. Nous sommes au mois de décembre. Comme je l'ai dit, le 7 décembre est une date importante pour chaque Ivoirien. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nouveau à la mémoire de notre premier président. Comme vous l'avez suivi à la télévision nationale, j'ai rendu visite à la Fondation de Gaulle le 1er décembre dernier. Et nous étions très fiers de voir que notre premier président a été signataire de documents importants de la 4e République, dont il a été ministre d'État. Je crois que c'est cette expérience que le président Félix Houphouët-Boigny a amenée à notre pays. Donc, en ce jour anniversaire de son décès, je voudrais non seulement lui rendre hommage, mais prier avec chacun et chacune de vous pour que son âme repose en paix. Je puis vous dire que le démarrage de ces consultations, en ce jour mémorable, a une signification particulière pour nous. Et nous ferons en sorte de mériter de sa mémoire, de son œuvre. Vous venez justement d'entendre le président Ouattara. Cette concertation intervient ce lundi 7 décembre, date commémorative du 22e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Une messe a été dite en sa mémoire à l'église Saint-Jean de Cocody, en présence d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, et de toute la famille de la coalition du Rassemblement des Oufouettistes. Les membres de la famille, dont Rebecca Fete-Oufoué, étaient aussi présents à cette messe, au cours de laquelle Monseigneur Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean, a appelé tous ceux qui se réclament oufouettistes à incarner les valeurs de paix et de partage. Pour lui, ce sont ces valeurs qui ont marqué la vie de Félix Houphouët-Boigny sur terre. Des prières ont été dites pour la famille du disparu, mais aussi pour la Côte d'Ivoire engagée résolument dans la recherche de la paix. D'autres images, celles des membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, qui a adopté à l'unanimité aujourd'hui le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2016. Il se lève à 5 813,3 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 11,9% par rapport à celui révisé de 2015. Face aux députés, le dossier du budget 2016 a été défendu par Abdourahmane Cissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, également la ministre de l'économie et des finances que vous avez vu à l'image. Le budget 2016 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis socio-économiques de 2012 à 2015. Il reflète les priorités du gouvernement fixées dans le PND, le Plan national de développement 2016-2020. Le Premier ministre a présidé aujourd'hui le lancement du premier séminaire formel sur la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne, rencontre au cours de laquelle des ministres et des membres de cabinets ministériels, entre autres participants, travailleront à la détection des besoins et axes de progrès pour une e-gouvernance plus efficiente. Les précisions de Christelle Menant. Elle est en place depuis septembre 2013. On en attendait une dématérialisation des services fournis par l'État et une administration publique aguerrie à son usage. Mais ça piétine. L'application e-gouvernance avance peu, malgré les mutations en cours dans le paysage TIC ivoirien. L'appropriation souhaitée par la population des TIC risque en effet de rester un vœu pieux si l'État lui-même ne montre pas le chemin, si l'État lui-même ne se présente pas en modèle dans l'utilisation de ces technologies.
L'État ne peut pas se permettre d'être le maillon faible d'un secteur des TIC en pleine mutation, dont les résultats sont salués par tous et surtout dont les résultats sont visibles partout. Il va donc s'agir au cours de ce séminaire d'une semaine de détecter les besoins et axes de progrès. Le séminaire est en grande partie animé par Richard Kirby, conseiller interrégional sur l'e-gouvernance aux Nations Unies. L'exercice met à contribution des membres de cabinets ministériels, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des participants issus du secteur privé. Le présent séminaire sur l'e-government doit être l'occasion d'une évaluation sans complaisance de nos insuffisances pour donner une impulsion nouvelle, forte, ordonnée et coordonnée de nos ambitions. Pour mener à bien la révolution numérique de la Côte d'Ivoire, il nous faut pouvoir compter sur une administration publique efficace, dotée de ressources humaines de qualité, aguerrie à l'utilisation des TIC et disposant d'un service de gouvernance et de gestion de l'appareil public à la pointe de la technologie. Une telle administration n'est pas un simple rêve, mais elle est à notre portée. Le cap est fixé. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire occupe des rangs peu flatteurs dans les classements internationaux d'indices de développement des TIC. 120e place sur 144 dans le Network Readiness Index et 171e place sur 193 dans l'e-Government Index. L'ambition du gouvernement ivoirien est de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 premiers pays au monde sur l'ensemble des classements EDI, EGDI et NRI, mais je vous donne un délai plus long. En 2025, mais au moins d'être parmi les 100 premiers dès 2020. Dans l'actualité sécuritaire, ces nouvelles qui nous viennent de la sous-préfecture d'Olodio, 6 jours après l'attaque qui a eu lieu dans cette partie de l'ouest du pays. Aujourd'hui, la situation est au calme et à la sérénité. C'est ce que nous rapporte notre envoyé spécial qui indique une présence remarquable des forces de défense et de sécurité. Le témoignage d'Abou Sanogo. Olodio, jeune sous-préfecture dans le département de Tabou, d'ordinaire calme. Olodio était dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre la cible d'individus armés. C'était à 5 heures le matin. On a entendu des armes, mais nous tous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Arrivé chez le sous-préfet, on lui a demandé « Ah, commandant, nous sommes réveillés par des coups de fusil dont on ne sait pas les causes. Donc voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. » Il a dit que les militaires lui ont dit que c'est une attaque. Aujourd'hui, Olodio se remet de cette nuit. Les activités ont repris et les populations gagnées auparavant par la peur vaquent à présent à leurs occupations. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ça va même ma santé, mais ça va un peu aujourd'hui. J'ai vu que ça va un peu. Que Dieu, en tout cas, il va faire le reste. Plusieurs forces ont été déployées sur le terrain pour traquer les assaillants et faire revenir la sérénité au sein des habitants de Olodio. Nous sommes une jeune sous-préfecture. On veut aller de l'avant, on vient d'avoir des poteaux, on veut électrifier le village. Mais s'il y a ce genre d'événements, il n'y aura pas de développement. Mais si ils sont attaqués, ça veut dire quoi? C'est nous on a attaqué parce que c'est eux, ils sont attaqués, mais après eux là qui vient, c'est nous. Ratissage, bouclage et patrouille dans la ville et ses environs se poursuivent. Les forces de défense maintiennent leur position. N'empêche que la population attend beaucoup des autorités gouvernementales. Je voudrais que les forces de l'ordre soient dotées d'un bon matériel. Nous sommes à la frontière, elle est perméable. On est à 10 km du fleuve. Des mesures sont annoncées par le gouvernement. Et il s'agit du renforcement de toutes les positions militaires, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et la construction immédiate de nouvelles casernes. Autre sujet, cette fois on s'intéresse à ces agents de la SOTRA, la Société des transports abidjanais. En grève depuis ce matin, ils sont pour la plupart des machinistes et des mécaniciens. Une grève qui a quasiment paralysé Abidjan. Dans la matinée, les grévistes réclament de meilleures conditions salariales et de travail. Ahmed Traoré, Moussa Konaté. Ils sont machinistes, mécaniciens, bref, des travailleurs de la Société des transports abidjanais SOTRA. Ils marquent un arrêt de travail, une grève qu'ils observent ce lundi matin, mais sans préavis selon leurs autorités. L'objet de leur mouvement, la revendication de meilleures conditions de vie et de travail. Les travailleurs de la SOTRA que nous sommes, dans l'ensemble, nous souffrons. Depuis 4 ans, nous demandons une nomination salariale avec notre directeur chef général. Vraiment, ça part. C'est pourquoi aujourd'hui, de manière spontanée, tous les travailleurs de la SOTRA avons fait un arrêt de travail. Nous sommes au dépôt de Cocody, où
où se tiennent les discussions entre les porte-paroles des grévistes et responsables de la SOTRA. Intense échange à l'issue desquels une solution a été trouvée du directeur général entre les deux parties. Nous avons eu une discussion, des échanges. J'ai pu leur garantir que pour le petit personnel, ils auront leur révalorisation salariale de 8%. Et pour la gratification, de façon exceptionnelle, on paiera les 150% qu'ils demandent. Ils ont pris l'engagement qu'ils levaient le mot d'ordre de grève. Ils ont incité tous leurs camarades à reprendre le service. Une position partagée par les grévistes. Nous sommes satisfaits de ce qui vient de se passer. Et alors, on va rendre compte à l'ensemble du personnel pour la reprise du travail. Après les discussions constatées sur le terrain, les autobus de la SOTRA commencent à circuler cet après-midi. Une reprise de travail pour le grand bonheur des usagers, surpris par cette grève inattendue. Un nouvel instrument pour lutter contre les braquages dans les taxis-compteurs. Matka Trace est un système de sécurité et d'identification mis en œuvre par la Matka, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Ce système sera installé à l'intérieur de chaque taxi-compteur. Il devrait permettre de tracer le parcours des véhicules et alerter les services de sécurité en cas de vol ou de braquage. Doigt des lasers. Olivier Kwasi est chauffeur de taxi à Abidjan. Il est souvent victime de vols et de braquages. Il n'y a pas un papier qui prouve que celui-là était chauffeur de taxi-compteur. Il suffit que quelqu'un ait un permis de conduire toute catégorie, il est chauffeur de taxi. Donc, il y a des gens qui prennent des véhicules pour braquer. Donc, ça fait que nous-mêmes, on est victimes. C'est-à-dire, quand on va au commissariat, la police dit que c'est nous. Le producteur aussi, il n'a pas confiance. Comme lui, plusieurs chauffeurs de taxi-compteurs et leurs clients subissent régulièrement des agressions dans leurs déplacements. Pour lutter contre cette forme de banditisme, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan vient de se doter d'un système de sécurité dénommé Matka Trace. Son simple smartphone, et avec notre appli installée sur ce smartphone, il peut donc flasher, c'est-à-dire photographier les QR codes sur l'autocollant et automatiquement ses parents, tous reçoivent le message comme quoi il vient de prendre un taxi tel jour, à telle heure, à telle adresse GPS. Quand le taxi vient garer, voit le badge du chauffeur, voit l'autocollant sur le taxi pour s'assurer que le taxi est authentique. Faire toujours un petit plus pour nos sociétaires. Et donc si on met en place ce système, ils n'auront plus de soucis de vol, de braquage de leurs véhicules. Non seulement ça sécurise le taxi, mais ça sécurise tous les passagers à bord. Ce système GPS va permettre de donner la position exacte du chauffeur et de son véhicule en cas d'agression. 20 000 taxis-compteurs de la Matka vont bénéficier de ce système de sécurité, mais le coût reste encore indéterminé. Cela fait exactement 8 mois maintenant que la voie express Mohamed VI reliant Abobo à Niama a été inaugurée. L'une de nos équipes s'est rendue sur place voir l'impact de cette infrastructure sur le quotidien des populations. Quel impact aussi sur l'activité des commerçants et des transporteurs? Un sujet d'Abdulkader Ouattara commenté par Hamza Diaby. Boulevard Mohamed VI. Il y a quelques années, cette voie qui relie la commune d'Abobo à celle d'Anyama était dans un état de dégradation avancée, donc impraticable. Crevasses, nids de poules, boue et flaques d'eau étaient le décor que présentait cet axe routier. La voie était très gâtée. Pour avoir voiture, même pour aller à l'hôpital, ce n'était pas facile. Avant, la voie était gâtée, donc on n'arrive pas à travailler en l'aise. Pour quitter au Péga pour aller à Niama, tu pouvais faire une heure du temps. Bon, la route était gâtée. Moi, je vendais ici, ça fait 16 ans maintenant. Il n'y avait pas de route même pour aller à Niama. La route d'Anyama était gâtée. Il n'y avait pas de voiture qui passe. Aujourd'hui, grâce au vaste programme de reconstruction des infrastructures initié par l'État de Côte d'Ivoire, cette route de 2 fois 2 voies, longue de 4,6 km, mise en service il y a près de 8 mois par le président de la République, accroît les échanges économiques entre la cité de la Kola et le reste de la métropole abidjanaise. Il facilite aussi quotidiennement le déplacement de milliers d'usagers. Tu quittes à Niama, à Bobo, à Niama, le minute que tu peux prendre, tu peux faire une heure du temps même. Mais aujourd'hui, tu quittes à Bobo, souvent dans 10 minutes, même si la voie est dégagée, dans 10 minutes, même tu es à Niama. On est très contents. Depuis la construction de cette voie, tous les magasins ont été rénovés. Les gens ont repris les activités ici. Ça marche. Il y a des voitures qui passent, qui garent pour payer des choses. En tout cas, on est très contents.
Infrastructures économiques, ouvrages d'utilité publique, cette voie, tout comme bien d'autres dans le district d'Abidjan, fait déjà les frais d'occupation sauvage, ce qui ne manque pas de créer des accidents. Je dormais 6 bancs. Fatigué, je pouvais laisser frère pour venir rentrer ici. Ma mère même est déplacée ici. Le plus gros souci, c'est le manque d'attention des usagers. Je veux parler des chauffeurs et puis des piétons aussi. La fois dernière, on était là, par là, souvent quand les chauffeurs viennent, il y a certains qui veulent tourner sans même respecter les feux. Il y a l'autre qui venait de l'autre côté et puis il y a eu collision entre les deux véhicules. Si rien n'est fait pour la préservation de cet ouvrage qui a coûté près de 10 milliards de francs CFA, on se retrouvera sans doute dans l'impraticabilité de ce tronçon qui relie Abobo à Anyama. Des femmes leaders et militantes d'ONG ivoiriennes œuvrant pour la promotion de la femme ont participé récemment à un atelier. Cette rencontre, dite de capitalisation, a été ouverte en présence de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Diomzere Hermaniamia. Un mois après l'élection présidentielle, les voilà à nouveau réunis. À cet atelier dit de capitalisation, ces femmes de Côte d'Ivoire qui avaient lancé la campagne Interpelle Action pour inviter les candidats à prendre en compte les besoins des femmes ivoiriennes dans leur programme de gouvernement, font ici le bilan de leurs activités. Nous voulons voir ensemble quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons transférer à tous les pays partenaires à notre processus. Autre chose, après l'élection du président Alassane Ouattara, nous voulons voir quelle est la stratégie que nous pourrions mettre en place pour que nos actions, pour que nos préoccupations soient effectivement prises en compte dans le programme de gouvernement du président élu pendant les 5 années à venir. Sur la préoccupation, les femmes du GEPALEF, des leads africaines et de genre en action ont été rassurées. La ministre Anne-Désirée Ouloto, qui prenait part à l'ouverture de cet atelier, leur a réaffirmé l'engagement du président Alassane Ouattara pour la promotion du genre. J'ai tenu personnellement à être présente à vos côtés pour marquer mon soutien à votre initiative. En effet, pour le chef de l'État, l'amélioration de la condition de la femme est une priorité nationale. Si vous voulez nos voix, entendez les nôtres. C'est le slogan qui a soutenu toute la campagne Interpelle Action lancée avant l'élection présidentielle d'octobre dernier. Les domaines d'interpellation des candidats étaient entre autres l'éducation et le relèvement économique des femmes. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu ce lundi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Niamien Konan est allé apporter le réconfort du gouvernement après les violences perpétrées par des étudiants le week-end dernier. Il a indiqué que des mesures fermes seront prises. On retrouve Herman Niamien. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a connu des heures chaudes le week-end dernier. Des étudiants ont incendié la scolarité et certains véhicules des membres de l'administration en représailles à la radiation de certains de leurs camarades par le conseil de discipline de l'université suite à une bagarre qui a fait un mort entre la FESI, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire et l'Association générale des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, AGESI. C'est donc pour apporter le réconfort du gouvernement au personnel que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu à l'université. Je suis venu rencontrer les présidents d'université, rencontrer leurs collaborateurs, rencontrer les doyens pour leur demander de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse préserver la paix dans nos universités. Grève souvent injustifiée, violence à l'université, bastonnade d'enseignants entre autres. Face au ministre, les enseignants ont exprimé leur ras-le-bol. Ils ont proposé la dissolution de tous les syndicats estudiantins, la suspension jusqu'à nouvel ordre de toutes les activités des syndicats, l'application de sanctions individuelles, l'installation de vidéosurveillance à l'université et l'achèvement de la clôture du CROU. À toutes ces propositions, Niamien Konan a dit être en phase avec les enseignants. Si ces mesures-là sont adoptées par le gouvernement, appliquées réellement, je pense que nous allons vaincre la violence. La première cause, c'est l'impunité. Il faut que l'impunité s'arrête. Et la dissolution, qui est la dernière mesure, est à l'étude. Parce que c'est une question qui a une nature juridique, elle est à l'étude au niveau du gouvernement.
Pour instaurer un climat de sérénité et d'apaisement sur le campus, la sécurité a été renforcée. Quant à la scolarité, les travaux sont en cours pour sa réhabilitation. Retour en image sur l'édition 2015 du Salon international de l'architecture et du bâtiment. Il a pris fin samedi. Une particularité, c'est que Archibat 2015 a battu tous les records d'affluence et de participation. Plus de 20 000 visiteurs enregistrés et 300 exposants. Michel Digré. Le site a été bien choisi. Il est plus grand. Il y a un grand parking et il y a plus de monde. L'année dernière, on finissait le salon à peu près à 12 000 visiteurs. Aujourd'hui, on dépasse les 20 000 visiteurs. Au moment où Archibat 2015 referme ses portes, les organisateurs peuvent se targuer et d'avoir gagné le pari de la mobilisation et de la relocalisation. C'est vrai qu'au départ, on était un peu inquiet du fait que quitter Cocody et venir sur la route de l'aéroport, c'était un peu bon. On se disait que est-ce qu'il y aurait de l'affluence, mais on pense que ça a donné quand même beaucoup, d'autant plus que l'espace qui est aménagé s'y prête bien. Au cours de ce salon, les visiteurs ont pu sillonner les stands repartis sur les 10 000 m² du site et découvrir toutes les dernières innovations dans le domaine du bâtiment. Les architectes, eux, ont brisé le mur de méfiance qui existait entre eux et les populations. La tutelle est plutôt satisfaite de la réussite du salon. Architectes de Côte d'Ivoire, vous pouvez être fiers de vous et vous assurer de l'implication continue et de l'étroite collaboration du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme pour le succès des éditions futures. Archibat se positionne à ce jour comme le plus grand salon international de l'architecture et du bâtiment de l'Afrique de l'Ouest. La prochaine édition se tiendra en 2017. Demain sera célébrée la journée nationale de l'audition. Les problèmes d'audition, sachez-le, gagnent du terrain ici en Côte d'Ivoire. Sur 100 élèves, 6 à 7 n'entendent pas bien. La société ivoirienne d'ORL, à travers des journées d'audition, permet de prévenir ces problèmes. On voit tout cela avec Kadi Fadiga Fofana. L'oreille est l'organe de l'audition, mais également celui de l'équilibre. Dans le monde, plus de 360 millions de personnes souffrent de déficiences auditives incapacitantes. En Côte d'Ivoire, sur 100 élèves ou étudiants, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. Les journées nationales de l'audition organisées par la société ivoirienne d'ORL offrent cette occasion prévenir la surdité par des séances de dépistage gratuits. Et pour cette 10e édition qui démarre le 8 décembre, l'innovation est au rendez-vous. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, auront lieu la pose d'implants cochléaires. C'est une chirurgie qu'on réserve uniquement aux surdité profondes pour lesquelles jusque-là, il n'y avait aucune solution. Il existe une partie implantable donc à l'intérieur de l'oreille et une deuxième partie qui sera visible sous forme de prothèse, comme un contour d'oreille qu'on place sur l'oreille. L'apport dans le développement du langage de l'enfant est indéniable. Donc ce sont des solutions qui changent la vie d'un enfant sourd. La surdité peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses ou à l'exposition à un bruit excessif. Cette dame de 44 ans, par exemple, a un tympan perforé. Quand le tympan ne cicatrise pas seul, il existe des procédures de réparation comme la greffe du tympan ou une reconstruction du tympan. Et pour l'implant cochléaire, 10 enfants pourront bénéficier lors des Journées nationales de l'audition de cette innovation, la première en Côte d'Ivoire. Débuté lundi dernier, la semaine sportive du CCDO a réuni l'ensemble des forces de défense et de sécurité et a pris fin avant-hier samedi. L'objectif est de créer une plus forte cohésion au sein de cette force d'élite ivoirienne. Hamza Diaby. Circuit de cross, tir de précision avec armes d'assaut et tournoi de Maracana. C'est un programme dense qu'a concocté le comité d'organisation des activités sportives du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui ont eu lieu du 30 novembre au samedi 5 décembre dernier. Plus de 500 éléments des différents corps de l'armée, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et les sapeurs-pompiers militaires, ont pris part à ces compétitions sportives aux côtés des forces de sécurité intérieure. Pour le président du comité d'organisation, ces journées sont un excellent moyen de renforcement de la cohésion entre les différentes forces. Il était important de créer une cohésion et une amitié
au sein des troupes afin de pouvoir mieux aborder donc cette dernière phase de l'année. Dans l'ensemble, c'est une satisfaction. Nous avons vu donc la participation de l'ensemble des groupements d'intervention du CCDO, aussi bien à Abidjan, à Bouaké, Kayam Sokro, mais là la note spéciale revient à l'état-major général des armées qui a bien voulu prendre une part très active avec l'envoi de 331 athlètes et une présence active lors de la finale. Le sport donc pour marquer la cohésion et l'esprit de corps qui existe entre les frères d'armes et surtout une reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et à Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense. Pour le respect de la tranquillité publique pendant les fêtes de fin d'année et du nouvel an, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a pris un arrêté qui stipule que l'usage des pétards et autres substances explosives du genre est interdit sur l'ensemble du territoire national pour la période allant du mardi 1er décembre au dimanche 31 janvier 2016 inclus. L'usage de feux d'artifice est également interdit sur l'ensemble du territoire national pour la période allant du mardi 1er décembre au dimanche 31 janvier 2016 inclus, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. À l'étranger, plus de 900 000 réfugiés et migrants ont été enregistrés en Allemagne depuis le début de l'année. Information donnée par le ministère bavarois de l'Intérieur. Le gouvernement fédéral tablait sur 800 000 arrivées pour 2015. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sachez qu'après quelques semaines de vacances, le magazine sportif de Lundi Sport, revient ce soir dans de nouveaux habits dans une présentation de Ricardo Zama. Ce sera sur le coup de 21h. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur RTI 1 que vous pouvez retrouver sur l'application mobile.